Bonjour, le but de la vidéo aujourd'hui est de regarder d'un peu plus près les montages expérimentaux utilisés lors de la synthèse d'espèces chimiques en chimie organique particulièrement. Donc nous nous attarderons sur l'utilité du matériel utilisé dans ces différents montages et on en profitera pour faire le bilan des espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel en début et en fin de réaction. Alors pour des raisons écologiques ou économiques, l'industrie, le chimiste cherche parfois à synthétiser des molécules identiques à celles que l'on trouve dans la nature, justement pour ne pas avoir à les extraire de la nature et de coup ne pas endommager celles-ci. Mais on peut aussi avoir envie de synthétiser ou avoir besoin plutôt de synthétiser des espèces chimiques parce que de toute façon, on ne les trouve pas à l'état naturel dans la nature, comme par exemple les plastiques. Alors là, on va s'appuyer pour un petit peu expliquer tout ceci au travers d'un exemple qui est la synthèse de l'aspirine. Donc l'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique. Pour synthétiser l'aspirine, j'ai besoin de deux réactifs, l'acide salicylique et l'anhydride éthanoïque. Donc, assez naturellement, on peut se dire que pour effectuer cette synthèse, je vais placer mes deux réactifs dans un Herlène que je vais placer dans un bain-marie. Donc, je vais chauffer ici au bain-marie. Alors, pourquoi chauffer au bain-marie? Pour que la synthèse se fasse, il est nécessaire que les réactifs se rencontrent. Et le nombre de chocs dits efficaces entre les réactifs qui permettront de synthétiser l'aspirine et l'acide éthanoïque en même temps, ce nombre de chocs efficaces augmente avec la température. L'agitation est meilleure, donc voilà, la réaction se fait mieux, se fait plus vite lorsque la température est élevée. Donc voilà le montage qu'on pourrait proposer dans un premier temps. Donc, dans l'Herlène se trouve ce que l'on appelle le milieu réactionnel, donc quel doit être son contenu. Donc évidemment doivent être présents les réactifs, sans quoi la réaction ne se fera pas. Parfois ça suffit, mais parfois on peut être amené à ajouter un solvant pour solubiliser par exemple les réactifs solides. On peut être aussi amené à ajouter un catalyseur afin d'accélérer la réaction. Et de fait, je peux parfois me retrouver toujours dans mon milieu réactionnel avec des espèces chimiques dites spectatrices. Alors, je m'explique. Si par exemple le catalyseur que j'ajoute est l'acide sulfurique, alors pourquoi j'ajoute ce catalyseur acide sulfurique? Parce que l'acide sulfurique contient des ions H3O+, dont j'ai besoin pour catalyser, mais l'acide sulfurique contient aussi des ions SO4 et les ions sulfates, eux, ne catalysent rien du tout, mais simplement je les mets parce qu'ils sont présents dans l'acide sulfurique. Donc ils seront présents dans mon milieu réactionnel, mais n'interagiront pas. On dit que ce sont des espèces spectatrices. Si le solvant utilisé n'est pas l'eau, il y a de fortes chances que ce solvant ait un caractère un peu toxique. Il peut également arriver que les réactifs utilisés ou les produits formés lors de ma transformation, tout ceci peut aussi être peut-être un peu nocif. Du coup, le montage pour l'instant envisagé demanderait à être amélioré puisque là, les vapeurs toxiques pourraient s'échapper et donc c'est pas forcément souhaitable. Donc on peut être amené en tant que chimiste à ne pas se contenter de ce petit montage, mais à vouloir l'améliorer. Donc on a dit parce que il peut y avoir des vapeurs éventuellement toxiques, mais on peut aussi avoir envie d'améliorer ce montage pour d'autres raisons. On peut imaginer une réaction où aucun réactif ni aucun produit n'est toxique, tout est parfait, et pourtant vouloir éviter la vaporisation de son contenu. Alors pourquoi à vouloir l'éviter? Parce que peut-être il pourrait s'avérer que le produit que je cherche à synthétiser, donc comme par exemple l'aspirine, ce produit pourrait avoir une température d'ébullition relativement faible, donc être plutôt volatile. Et du coup, si je travaille avec ce montage, je vais fabriquer mon produit d'intérêt, celui que je souhaite, mais s'il est volatile, au fur et à mesure que je le fabrique, il pourrait ici partir dans l'atmosphère et du coup, je le perdrai. Donc, c'est pas forcément souhaité non plus. Ou alors aussi, autre cas de figure, on peut aussi imaginer que si je travaille avec une transformation dans laquelle les réactifs, au moins l'un des réactifs est volatile, de la même manière, en chauffant, ce réactif va s'évaporer ici dans l'atmosphère, donc je vais perdre mon réactif, et si je perds mon réactif, ben forcément je ne pourrai pas faire ma transformation chimique. Donc pour toutes ces raisons,
je pourrais être amenée à faire évoluer ce montage pour éviter la vaporisation du contenu de mon milieu réactionnel. Premier réflexe, c'est de mettre un bouchon. Mais ça, c'est pas du tout une bonne idée, puisqu'en mettant un bouchon, je vais créer une surpression ici, en chauffant, et au bout d'un moment, le bouchon va s'éjecter. Donc, il faut faire autrement. Donc, la petite astuce, c'est certes d'utiliser un bouchon, mais d'adapter au travers de ce bouchon un long tube très fin qu'on appelle le réfrigérant à air. Si bien que l'air contenu dans l'airline va rester en permanence en contact avec l'air atmosphérique et du coup la pression à l'intérieur de l'airline sera celle de la pression atmosphérique en continu. Donc je vais pouvoir chauffer à pression constante. De fait, en chauffant, mes espèces chimiques, a priori, pourraient encore avoir la possibilité de s'échapper, mais cette fois-ci, pour s'échapper, elles devront monter le long du réfrigérant à air, et pendant leur ascension, elles vont s'éloigner petit à petit de la source de chaleur, donc elles vont se refroidir. En se refroidissant, si le tube est assez long, elles vont avoir la possibilité, enfin, elles vont se recondenser, elles vont condenser, redevenir liquides, et ce liquide va retomber du coup inévitablement dans le milieu réactionnel d'origine. Donc on va voir des petites gouttes tomber ici régulièrement, c'est ce qu'on appelle le reflux. Alors on peut améliorer encore ce montage en ajoutant un support avec une pince de doigt qui maintient l'Erlenmeyer et positionner sous la plaque chauffante un support élévateur. Alors là, c'est une amélioration pour la sécurité. Donc imaginons, je chauffe, ma réaction s'emballe et pour une raison ou pour une autre, j'aimerais extraire mon milieu réactionnel de la source de chaleur. Donc on pourrait se dire, bah, je prends à la main très rapidement mon airline et je le sors de là. Faire ce geste dans la précipitation, c'est pas très sécuritaire. Donc l'idée ici, avec la pince de doigt et le support élévateur, c'est de pouvoir, sans trop de danger, euh, éloigner la source de chaleur du milieu réactionnel. Comment? En baissant rapidement le support élévateur. En baissant le support élévateur, la plaque chauffante baisse en même temps. Le bain-marie posé sur la plaque chauffante baisse en même temps. Et je vais me retrouver du coup dans cette position-là et j'aurai éloigné mon milieu réactionnel de ma source de chaleur. Donc j'aurai baissé rapidement la vitesse de réaction. Donc, au bilan, le chauffage permet d'accélérer la réaction. L'agitation magnétique permet d'améliorer la rencontre entre les réactifs. Le réfrigérant permet d'éviter la vaporisation du milieu réactionnel et le support élévateur et la pince de doigt permettent, dans l'urgence, de baisser la température du milieu réactionnel. Alors ce type de montage appelé montage à reflux peut être un peu différent dans sa présentation. Donc par exemple, vous pouvez le retrouver sous cette forme-là. Alors quelle est la différence principale? C'est le réfrigérant qui n'est plus un réfrigérant à air mais qui devient un réfrigérant à eau. Donc l'idée, c'est de toujours avoir ce long tube ici. Alors là, il est vrai, il y a des boules le long du long tube, mais vous retrouvez aussi parfois des réfrigérants à eau avec un long tube tout droit. Mais cette fois-ci, ce long tube, plutôt que d'être entouré d'air, donc à une température de 20 degrés, ce long tube est plongé dans une enclave dans laquelle on fait circuler de l'eau froide du robinet en permanence par un système de tuyaux. Donc là, il y a de l'eau froide qui circule en permanence, si bien que les espèces ici volatiles qui tenteraient de s'échapper se retrouvent dans un milieu à une température relativement basse, en tous les cas plus basse qu'elle ne le serait si on utilisait un réfrigérant à air. Donc pour cette raison, le réfrigérant à eau est plus efficace que ne l'est le réfrigérant à air. Le réfrigérant à eau ne s'adapte pas sur les airlines, donc c'est pour ceci ici qu'on l'insère dans une autre verrerie qu'on appelle un ballon. Le ballon, du fait de sa forme, est chauffé sur un chauffe par un chauffe-ballon. Un chauffe-ballon, c'est un peu comme une plaque électrique, mais bien incurvée, avec un trou dedans dans lequel on insère le ballon, ce qui permet de chauffer sur toute la surface du ballon. Mais on peut aussi imaginer des montages où vous avez votre ballon qui plonge dans un bain-marie, donc un gros bécher, un bain-marie posé sur une plaque chauffante. Vous pouvez avoir tout à fait un mix des deux.
Alors, dans ce genre de montage, on y insère également des grains de pierre ponce qui remplacent un petit peu l'agitation magnétique du premier montage. Donc, ces grains de pierre ponce ont pour but de réguler l'ébullition, donc d'éviter la formation de grosses bulles et donc la projection d'espèces chimiques sur les parois du ballon. Donc, voilà. Vous avez une petite variante de ce montage ici où on utilise un ballon bicole dans lequel on adapte une ampoule de coulée. Donc là, il y a un petit robinet, donc ça permet d'ajouter en cours de réaction une autre espèce chimique petit à petit dans le milieu réactionnel. Donc voilà un petit peu les trois montages à reflux. Donc ils ont tous ils ont tous le même principe, simplement d'allure comme ça, ils sont un petit peu différents, mais ils ont tous le même objectif, donc ils sont utilisés lors de synthèse en chimie organique. Vous pouvez aussi être amené à rencontrer d'autres montages, montage distillation, montage de Dinstar, qu'on va faire très rapide. Donc le montage de distillation peut être utile si le produit d'intérêt que je cherche à fabriquer est très volatile. Dans ce cas-là, je vais le laisser s'échapper le long de la colonne à distiller, puis je le recondense ici dans mon réfrigérant et je le récupère ici sous forme liquide. Donc je synthétise et en même temps je le sépare du milieu réactionnel. Donc c'est plutôt pratique. Et puis d'autre part, si la réaction que je fais est une estérification, donc pour ceux qui connaissent, estérification, c'est un équilibre. En sortant en fait le produit d'intérêt du milieu réactionnel, ça me permet de transformer cette réaction équilibrée en une réaction totale. Le montage de Dean-Stark, c'est aussi un petit peu la même idée. Lors d'une estérification, grâce au Dean-Stark, j'extrais cette fois-ci l'eau du milieu réactionnel, donc l'eau qui se synthétise en même temps que l'ester. Donc j'extrais l'eau du milieu réactionnel, ce qui déplace aussi mon équilibre dans le sens direct et qui me permet d'avoir du coup une réaction d'estérification totale. Donc là, je l'utilise si l'ester n'a pas une température d'ébullition basse, parce que dans ce cas-là, autant utiliser la distillation. Alors, l'eau va s'extraire du milieu réactionnel parce que j'aurais pris soin avant de mettre du cyclohexane, et l'eau et le cyclohexane forment un azéotrope. Bon, et ce qui me permet de fait de pouvoir voilà, sortir, extraire l'eau de mon milieu réactionnel. Donc bon, j'en dis pas plus, c'est pas le but de la vidéo. Donc si je reviens à mon montage de départ, le montage à reflux, donc celui-ci ou celui-là, on a vu précédemment que le milieu réactionnel contenait les réactifs, solvants, catalyseurs, espèces chimiques, mais on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il contient en fin de réaction? Donc, reste à espérer que seront présents en fin de réaction les produits de la réaction, donc le produit d'intérêt, donc le produit formé qui m'intéresse, donc dans l'exemple ici, l'aspirine, les produits secondaires, donc l'acide éthanoïque par exemple, qui se forment en même temps que le produit d'intérêt. Il peut y avoir des produits parasites qui se seraient formés par d'autres réactions que je n'ai pas envisagées au départ. Seront également présents les réactifs, ou bien les deux réactifs si j'ai affaire à un équilibre, ou alors le réactif en excès si j'ai affaire à une réaction totale. Seront présents le solvant et le catalyseur qui est régénéré, mais aussi toutes les espèces spectatrices. Donc maintenant que la synthèse est faite, la suite consistera à extraire le produit d'intérêt de tout le reste. Là, j'ai mon produit d'intérêt, mais mélangé à tout le reste. Il serait de bon ton de le sortir de là pour pouvoir justement l'utiliser. Donc ça va être le but de la prochaine vidéo. Donc cette vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire et refaire. À très bientôt.